Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bon matin, bon midi ou bonsoir, peu importe à quel moment vous nous regardez. Bienvenue à vos infos TCBH. Cette semaine à l'émission, dans la partie Actualité, on vous parle du Rendez-vous des Grandes Gueules 2022 et dans la partie Rétrospective, on retourne lors de la soirée de présentation du documentaire Bois-Bouscache. Est-ce que ça vous intrigue? Alors c'est parti pour vos infos TCBH. Comme je viens de vous le dire, en première partie d'actualité, on s'en va rencontrer Gabrielle Ayotte-Garneau, qui est la directrice générale des Compagnons de la mise en valeur du patrimoine vivant de Trois-Pistoles, pour nous parler de la 26e édition du Rendez-vous des Grandes Gueules. Le Festival des Grandes Gueules commence cette semaine. Peux-tu nous parler un peu de la programmation à venir? Oui, alors on commence ça déjà en feu ce dimanche, le 2 octobre, avec l'incroyable et ineffaçable histoire de Sainte-Dignité de l'Avenir. Donc, c'est une production du Théâtre des gens d'en bas et c'est un spectacle qu'on est très heureux d'accueillir pour l'ouverture du festival. Et c'est suivi d'un projet citoyen qui s'appelle Portrait poétique. Et ça, c'est super intéressant. C'est 5 artistes de la région qui n'étaient pas tant artistes avant de commencer le projet et qui travaillent avec la poésie pour parler de leurs propres expériences de vie. Donc ça va être aussi une belle rencontre dimanche soir, le 2 octobre. Après ça, on se rend au mardi 4 octobre avec une projection du film Bootlegger en présence de l'artiste Jacques Nouachiche, qui est un des acteurs du film et qui est conteur au festival. Et puis là, s'enchaîne après, à partir de mercredi 5 octobre, une série de spectacles au cœur du festival à Trois-Pistoles ou aux environs. Donc, on a la traditionnelle randonnée comté à Saint-Mathieu-de-Rioux. On a des cabarets à tous les soirs. On a le cabaret des Forges le mercredi, le cabaret de poésie le jeudi, la veillée de la francophonie le vendredi et la grande veillée du conte le samedi. Donc, ça, ces grandes soirées-là à la Forge reviennent, évidemment. La clôture du festival cette année, le dimanche 9 octobre, c'est un spectacle de Tierno Diallo, accompagné à la musique avec Nicolas Poisson. Et le spectacle s'appelle Pécan. Donc là, on va s'insérer dans les histoires traditionnelles de pêcheurs africains, mais c'est remixé à la sauce très contemporaine. Donc vraiment un spectacle à ne pas manquer aussi. Mais là, dans le fond, la fin de semaine du 8 et 9 octobre, il y a un horaire très chargé. Alors, on commence les journées avec les randonnées à Saint-Mathieu. Et ensuite, en même temps, en fait, le samedi, on a un spectacle familial à la bibliothèque ici à Trois-Pistoles. On a une rencontre au Beau Lieu commun avec Daniel Lenné, qui est un spectacle discussion sur comment trouver le beau dans les différentes expériences de vie. Donc, des belles rencontres citoyennes aussi cette année. On a une activité familiale offerte en collaboration avec le Canab et la Maison des Jeunes ici. Pas la Maison des Jeunes, pardon, la Maison de la Famille.
les plus jeunes, justement, pour écrire des textes Casala et avec des courts-métrages. Et dans le jour, on a les solos, traditionnels solos ou duos, qui sont des rencontres vraiment plus intensives avec les artistes parce que là, on partage leur imaginaire pendant une grosse heure de spectacle. Cette année, on a Joujou Turenne, qui est certainement une de nos vedettes du festival. Cette année, Joujou compte depuis des années. Elle est venue souvent à Trois Pistoles. Donc, je pense qu'il y a certainement des gens du public qui vont vouloir la revoir et sinon la découvrir. Et la même journée, on a aussi Rachid Boily, qui est un artiste qui vient de France et qui va nous présenter une proposition très intéressante qui s'appelle « Le jour où ma mère a rencontré John Wayne ». Donc, on va dans un imaginaire un peu éclaté ici. Et le lendemain, c'est des duos. Donc, on reçoit Thomas Selman, qui est accompagné de son musicien Olaf Gundel. Et il va nous faire le spectacle Mythomane. Et il y aura Armel et Peppo Odigan, un couple d'artistes roms qui nous viennent de France, qui devaient être là l'année passée au festival et à cause de la pandémie, ils n'ont pas pu se joindre à nous. On est très heureux de les accueillir cette année. Alors, un autre beau spectacle citoyen également, c'est Les grands et petits récits. Ça, c'est une rencontre qui aura lieu à la Maison du Notaire le dimanche 9 octobre. Et c'est des citoyens et citoyennes de Trois-Pistoles ou des environs, des Basques, qui ont fait un atelier d'une journée complète pour transformer leur parcours d'immigration en récit. Donc, c'est le fruit de ce travail-là qui va être présenté à 17h à la Maison du Notaire. Donc, c'est vraiment aussi une belle rencontre pour découvrir des parcours de vie complètement différents parfois de ce qu'on connaît. Donc, je résume ça grossièrement, mais on a aussi des activités Café de la parole, donc table ronde de discussion avec justement Armel et Peppo. On a des lancements de livres, on en a 2 à l'horaire. Et on a le volet des rendez-vous Sépivardes, qui sont une quinzaine de spectacles partout au Bas-Saint-Laurent. Donc, à l'extérieur de Trois-Pistoles, on va autant à Saint-Jean-Port-Joli qu'à Saint-Léandre ou à Sainte-Françoise. Donc, on se promène partout. On vient suivre notre programmation pour connaître tout ça. Et un volet plus caché, qu'on connaît moins sur le festival, c'est les groupes scolaires. 17 groupes scolaires, donc à la Forge. Quand il n'y a pas de spectacle public, on reçoit des écoles et on offre des spectacles pour les jeunes, les adolescents. Donc, c'est toujours des belles rencontres aussi. Okay. Est-ce que le concours de la Grande Menterie est de retour cette année? Oui, le concours est de retour, vraiment sous sa forme traditionnelle de concours cette année. Et on va le faire, si le temps le permet, on se croise les doigts, ça va se passer au marché public des Basques, donc dans la cour du caveau. S'il pleut, ça va être déménagé au caveau. Mais on se croise les doigts pour qu'il fasse beau comme aujourd'hui. C'est la 26e édition. D'abord, bravo. Merci beaucoup. Hydro-Québec est toujours un partenaire majeur, je pense, que dans le Festival des Grandes Gueules. Oui, depuis les tout débuts du festival, c'est le présentateur officiel du Rendez-vous des Grandes Gueules. On est très choyés de l'avoir encore parmi nous après autant d'années. Le festival est possible. On a plusieurs commanditaires qu'on remercie tout au long du festival. Il y en a qui présentent des spectacles d'ailleurs. Donc, je ne ferai pas la liste nécessairement maintenant, mais c'est sûr que c'est important d'avoir un soutien de la communauté comme ça. On a des partenaires financiers aussi. La Ville de Trois-Pistoles est un très bon partenaire. La MRC des Basques également, la SADC. Donc, on est bien soutenus dans notre milieu. On est chanceux pour ça. Et oui, évidemment, les bénévoles. Ce festival-là ne pourrait pas avoir lieu sans notre quarantaine de bénévoles qui nous permettent de servir des bons repas aux artistes et aux autres bénévoles, mais qui nous permettent aussi de vous recevoir dans la salle de spectacle, dans la Forge ou dans les différents lieux. Donc, on est vraiment une grosse équipe derrière ça. Puis d'ailleurs, ça me fait penser que le Café des Grandes Gueules, qui réouvre encore cette année, c'est le lieu de rassemblement du festival. Ça se passe au 2e étage, au 23 rue Pelletier. Et là, c'est notre rendez-vous avec les artistes, avec les bénévoles, mais aussi avec le grand public pour venir festoyer ou manger. Et c'est Claire Bernier, notre traiteuse, qui nous concocte des bons plats tout au long du festival. Les gens vont à quel endroit pour se procurer les billets? Les billets sont disponibles sur lepointdevente.com, donc système de vente de billets. Si vous cherchez Trois-Pistoles ou RVGG, vous pouvez trouver tous les billets du festival. Sinon, vous pouvez aller sur notre site web compagnonpatrimoine.com et là se trouvent aussi les liens vers les événements et donc les billetteries également.
À Trois-Pistoles, il y a le dépanneur chez Guérette, où ils vendent nos billets, la plupart des spectacles. Il y a également la librairie J.A. Boucher, Rivière-du-Loup, puis la librairie L'Alphabet à Rimouski. Merci. Merci beaucoup. Pour la partie rétrospective de notre émission, on retourne le 18 juin 2022 lors de la soirée de présentation du documentaire Bois-Bouscache. On ne vous présentera pas le film, on vous encourage à aller le chercher vous-même sur Internet pour le regarder, mais on vous présente la soirée qui a suivi où il y avait des échanges avec les gens et les élus, entre autres. Donc, on vous présente cette partie-là de la soirée. Bois-Bouscache, territoire sous influence. C'est capoté voir tout le monde qui sont venus cette semaine à Saint-Médard, Saint-Mathieu, puis ici ce soir. Ça me rend quasiment stressé, même si c'est pas moi qui ai fait le film. Après le film, très important, on va écouter le générique. Et ensuite de ça, il va se passer une belle période de questions avec Bertin Denis, notre préfet, et Jean-Claude, le réalisateur du film. Donc, je laisse Jean-Claude faire une petite intro sur son film. Bonsoir et bienvenue. C'est la dernière projection de Bois-Bouscache. On a commencé mardi à Rimouski. Mercredi, on était à Saint-Médard. Et hier, on était à Saint-Mathieu, de Rioux. Ce soir, on est à Trois-Pistoles. Je voulais d'abord remercier Paralœil et la MRC des Basses qui ont rendu possible les 4 projections qui ont eu lieu dans la semaine. Je pense que c'est quelque chose qui, dans les annales de la distribution de films documentaires au Québec, je pense que c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Et je voudrais les remercier chaleureusement. Et leur tirer je voulais aussi parler de Saint-Mathieu, de la soirée d'hier, parce que la toute première origine du film, pour moi, ça a peut-être été que j'ai vécu quelques années sur le 5e rang de Saint-Mathieu, qui était vraiment à proximité de l'entrée du Club Appalache. Ça, c'était dans les années 75, 16, 80, 84. Et à l'époque, il faisait régner la terreur. Et quand je dis « faisait régner la terreur », je pèse mes mots. C'était des hommes armés, agressifs, avec des chiens qu'utilisaient les nazis dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je me souviens de cette période-là, et comment je dirais, c'était pas des souvenirs très, très agréables. En même temps, à l'époque, très peu de monde parlait du Club Appalache, qui était installé sur un territoire non organisé de 150 km², un immense territoire. Il y avait une espèce d'omerta. Moi, le premier homme qui m'en a parlé, c'était Omer Thibault. Vous allez voir son nom générique. C'est un monsieur de Saint-Mathieu qui un jour m'a fait venir chez lui et il m'a raconté l'histoire du Club Appalache. Et à la fin, il m'a dit « Toi, tu sais écrire, écris ». À l'époque, c'était dans les années 80, j'avais écrit un article dans un journal communautaire qui paraissait à Trois-Pistoles. Et en 2016, beaucoup plus tard, un jour, je reçois un courriel du comité des loisirs de Saint-Mathieu qui m'invitait à venir présenter un petit film que j'avais fait sur le 5e rang parce que c'était le 150e anniversaire de la municipalité de Saint-Mathieu. Donc, c'était une invitation qui arrivait comme ça. J'étais à la fois très étonné puis tellement content. J'ai dit oui, moi je viens quand vous voulez. Donc, en 2016, je suis retourné à Saint-Mathieu. J'ai retrouvé des gens que j'avais connus, d'autres que je n'avais pas connus. Et je demandais aux gens à l'époque, bon, ben, qu'est-ce qui se passe avec le Club Appalache, par exemple. Et les gens me disaient, ah, ils sont toujours là, ils ont toujours leur droit. Ah bon. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a dit, oui, mais il y a un nouveau projet à Saint-Mathieu, ça s'appelle le Parc éolien Nicolas Rue. Donc, je ne me souviens plus de la personne qui m'a dit ça, mais
Quand j'ai entendu ça, ça a fait tilt dans ma tête, dans le sens, je me suis dit, si jamais il y a un nouveau partenaire qui vient s'implanter sur le TNO Bois-Bouscache, connaissant de réputation et par l'histoire le côté procédurier du Club Appalaches, je me suis dit, ils ne vont pas être d'accord pour partager le gâteau. Donc là, je commençais à avoir l'idée d'un film. Mais le film, il restait à écrire. Qu'est-ce qui allait arriver avec le parc éolien? Est-ce que ça allait se faire dans les temps, dans les tours? Comment allait réagir le Club Appalaches? Parce que le Club Appalaches, au moment des audiences du BAC, pour le projet Nicolas Rioux, avait déposé 12, 13, 14 rapports négatifs, tous négatifs, sur l'impact et l'arrivée d'un parc éolien sur le territoire. Ça c'était c'était le début de l'histoire. Et hier, en allant à Saint-Mathieu présenter le film, je repensais à tout ça, je me disais, tout ça, toute cette histoire-là, elle est partie de Saint-Mathieu, pour moi, dans mon cas, elle est partie de Saint-Mathieu des années que j'ai vécues là, où par hasard, un jour, j'ai eu la chance de revenir et d'entendre parler qu'il allait se faire un parc éolien avec les plus hautes éoliennes sur Terre au monde, 175 mètres de haut. Déjà, c'était des choses qui... je sais pas, moi j'étais pas... Tant que je ne les ai pas vus, je pense comme la majorité des gens, je n'étais pas capable d'imaginer ce que ça pouvait être, ce que ça pouvait représenter. Les éoliennes 175 mètres de haut, à Montréal, je disais aux gens, 175 mètres de haut, c'est la place Ville-Marie. Le parc éolien Nicolas Rioux, c'est 65 fois la place Ville-Marie. C'est un projet énorme et colossal. Je ne vous parlerai pas du film, je vais vous laisser le plaisir de le découvrir. Ce que je voulais juste dire, en terminant, c'est qu'hier, j'étais très étonné qu'à Saint-Mathieu, d'où toute l'histoire était partie, il n'y avait pas un membre du conseil municipal, le maire n'était pas là. Ceci dit, la salle était presque pleine et c'était parfait, ça a été une projection magnifique, mais je suis resté sur cette absence-là qui m'a semblé révélatrice de quoi, je ne sais pas. Je vous souhaite un bon visionnement et puis on se voit plus tard. Merci. La mère n'était pas là. Ben non. Ouh! Ça paraît pas bien. Ben non, gars. Tu m'étonnes pas. Le lac que je vais vous montrer, c'est le lac Bois-Bouscache qu'on appelle. Moi, je pourrais t'emmener à des places, là. Je vais te dire en affaire, là. Je trouverais ça impressionnant de monde, là. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont en chasse là. Les autres ont toutes peur. Ici, on a 2 pancartes. On a une qui signifie que c'est un territoire public. Évidemment, ça ne fait pas l'affaire du Club Appalaches. Les droits de chasse et de pêche appartiennent en exclusivité à 70 membres seulement. Eux, ils ont quand même installé leur pancarte jaune, là, qui commence par un mot clé, le mot interdit. Ils ont été coupés aussi. C'est fait exprès. Ça, c'est les gens qui voulaient pas qu'on passe ici. Il y avait un chouille-mère, là. S'il aurait été capable de me pogner et me faire enfermer, il l'aurait fait. Dans l'automne, j'ai rentré à mer. Il y a plus de qui est venu me voir. Ça te tenterait pas de rentrer à mer? Je ne suis pas membre, je ne suis pas invité, mais je suis un citoyen de Trois-Pistoles, je ne peux pas aller chasser sur un territoire qui est public. Et c'est ce que je comprends, là. Les gouvernements de l'époque ont donné des droits à des individus sans consulter les malicites. Les droits de chasse et pêche, les Autochtones les ont depuis toujours. C'est une multinationale française qui vient chercher notre énergie renouvelable, mais à qui vont profiter ces retombées d'eau, là? Il y a eu des citoyens qui n'en voulaient pas, carrément, au village, au lac, ils ne voulaient pas les voir. Tout ce qui compte, c'est l'argent. Alors, c'est le début d'un conflit, ça. Le début d'un territoire puis d'un conflit.
invite à lever la main. Je vais octroyer les droits de parole. Et puis juste peut-être vous nommer, dire si vous avez un lien avec le TNO, ou juste dire que je suis citoyen de Trois-Pistoles, je suis bûcheron, je suis journaliste peut-être. Bonsoir, Alexandre Anctil à Saint-Mathieu, 4e rang Est, 42 éoliennes. Visible de chez moi. Mais juste pour revenir sur une chose, M. Coulbois, salutations d'ailleurs, on a dû se voir quand j'étais haut comme ça, parce que ça fait 46 ans que j'étais à Saint-Mathieu. Il y avait un conseiller hier à Saint-Mathieu, Félix Charlebois était là à votre présentation. Je trouve c'est important de mentionner parce que sinon, pour ce qui est du club Appalache, j'espère que votre film créera un momentum pour relancer le mouvement de reconquête de notre territoire, parce que je pense qu'il a manqué d'appétit à un certain moment. Il y avait une belle lancée, mais je crois, Bertin, que ça l'a avorté par manque de volonté politique au niveau municipal. Tu pourras peut-être revenir là-dessus, là, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un réel projet, pas juste de dire on part en autobus et on y va. Il faut qu'il y ait quelque chose et qu'on souhaite le réaliser, pas juste on veut prendre quelque chose de plus concret. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être le moment. Pour ce qui est du parc éolien, je trouve que le film est peut-être un peu sévère. Je trouve que le parc éolien, Nicolas Rioux, est un excellent citoyen corporatif. On l'a vu à plusieurs égards. Moi, j'ai mon idée sur ça, malgré le fait que je sois parmi ceux très, très impactés, notamment par les balises lumineuses, mais cet exemple-là est excellent. À cause de quelques citoyens, le parc éolien Nicolas Rioux a décidé d'investir plusieurs centaines de milliers de dollars pour mettre un système en place qui va réduire l'intensité de ces balises-là par temps clair. Il n'était pas obligé de faire ça pour quelques dizaines de citoyens. C'est un exemple, là, il y en a une tonne d'autres, là, mais je trouve qu'on est sévère avec ce projet-là, qui est une bénédiction, à mon sens, pour notre région. Mais sinon, pour ce qui est du momentum, j'aimerais, Bertin, t'entendre un peu sur des projets à court terme sur la reconquête du territoire. Merci. Merci Alexandre. Bon, d'abord, pour ce qui est de l'effort municipal et le manque de gaz qu'on a eu, c'est clair que quand on fait des demandes au gouvernement du Québec entre autres, il faut une unanimité. Là. Parce que le gouvernement, lui, quand il doit arriver et qu'il voit que tu n'es pas unanime, il dit allez faire vos devoirs, les petites jeunesses. Il dit il y a du monde qui sont contre vous autres à l'intérieur de votre système. Fait que mettez-vous d'accord avant de venir nous voir. Fait que ça, à Saint-Mathieu, dépendamment de qui mène, c'est variable, ça. Puis bon, il est arrivé aussi la période de l'implantation du parc éolien, là où on n'a pas levé de poussière. Ça, je l'exprime dans le film. On n'a pas levé de poussière sur... de façon à pas trop attirer l'attention sur les points négatifs. Parce que les points négatifs, ça, généralement, c'est pas bonheur. Ça, c'est pour parler de l'effort qu'on a fait. Là, on veut reprendre les choses. Le film, je pense, nous donne une excellente occasion. Puis là-dessus, là, je veux rendre hommage à M. Coulbois. Merci, merci, merci. Ce film-là est un outil exceptionnel sur lequel on va baser je veux pas être agressif, là, mais je dirais baser notre attaque ou notre stratégie pour aller plus loin. Je pense qu'on a eu l'expérience dans les dernières années du traversier, où il y avait le pouvoir politique qui, dans l'ombre, négociait, je te dirais, la reddition du gouvernement, ou en tout cas l'accord du gouvernement. Puis tu avais un leader dans le milieu qui a levé la population derrière lui, puis qui a démontré au gouvernement qu'il y avait suffisamment de monde qui se présentait pour dire que cette région-là, elle le veut, son bateau. Nonobstant, là,
toutes les choses négatives qui ont été dites, puis les provocations qui ont été faites, là, le gouvernement, je vois, t'as bien beau les traiter de n'importe quoi, ils t'écouteront pas là-dessus. Ce qu'ils vont écouter, c'est l'assurance que la gang est avec la demande, puis que c'est une volonté. Parce que les gouvernements, là, c'est des partis politiques qui doivent se faire élire. Ceux qui élisent les partis politiques, c'est les individus. Mais quand tu vois que les individus sont avec eux autres, ils y vont. C'est comme ça qu'on a eu le bateau, à mon point de vue. Je pense que c'est comme ça qu'on va avoir notre objectif de récupérer nos droits de chasse-pêche sur 32% de notre terre publique. Quand je dis 32%, des fois j'ai oublié de dire terre publique. C'est pas 32% de la MRC, c'est 32% de nos terres publiques. C'est énorme de perdre, d'avoir perdu depuis 100 ans l'usufruit de 32% de nos terres publiques. Prochaine question. Denis Marcoux de Saint-Simon-des-Mosquées. Félicitations pour le documentaire. J'aime toujours voir un documentaire de cette qualité-là. Il y a quelques points qu'il faudrait peut-être renforcer dedans, par contre. Vous braquez les feux sur un club qui est là, si je comprends bien, depuis 1910. Il s'est établi sur des terres privées qui n'étaient pas publiques à l'époque. Alors, il me semble que le méchant dans l'histoire, ça devrait beaucoup plus être le gouvernement qui n'agit pas dans le dossier, plutôt que des gens qui se sont achetés des droits en 1910, là, ils sont plus là, ces gens-là, puis qui tiennent à les garder maintenant. Ils sont prêts à les vendre. Ils ont parlé de 50 millions, c'est déjà une ouverture. C'est des hommes d'affaires. Il faut négocier avec ces gens-là et leur offrir 5 millions, peut-être. Mais il y a des chemins quand même qui ont été construits et maintenus sur ce territoire-là. Puis, dans votre documentaire, vous ne dites pas à quoi va servir, comment on récupère ce territoire-là, qu'est-ce qu'on fait avec, est-ce qu'on fait une réserve du chénier plus au nord? Est-ce qu'on donne ça à des pourvoiries, que je ne peux pas me payer, de toute façon, si c'est eux qui prennent ça, c'est foutu pour moi. Ou est-ce que ça devient juste un territoire public disponible à tout le monde? Puis, on sait que des fois, ce tout le monde-là, c'est des gens qui ont des bras pour conserver un coin d'un territoire où je n'arrive pas à rentrer. C'est inquiétant. Dans votre documentaire, c'est pas clair, les gens qui vont à la chasse là-bas, de quelle façon ils le font. J'aimerais ça que ce soit clair que c'est fait de façon correcte, que c'est pas du braconnage, autrement dit, on en a dans la région. C'est inquiétant. Je ne voudrais pas que le territoire soit ouvert à des braconniers non plus. Alors, j'aimerais ça que M. Denis nous parle un peu s'il y a un projet, si on réussit à récupérer ce territoire-là, comment on l'aménage, comment on le contrôle, comment on l'organise. Parce que je pense que c'est un élément essentiel pour motiver la population pour appuyer un projet. Il faut savoir où on s'en va avec ça. C'est pas free for all après ça. Puis c'est le gouvernement qu'il faut attaquer. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. Il faut que ça soit, il faut que ça bouge à ce niveau-là. Il faut qu'ils se mettent à la table. Ça s'exproprie du monde. Ils l'ont fait déjà. On a beaucoup de parcs qui ont été obtenus par expropriation. J'ai des parents qui ont été expropriés là-bas pour que ça devienne un parc. On peut le faire, là. Puis c'est le gouvernement qui va décider finalement, après des négociations, c'est quoi le montant qu'ils mettons sur la table. Si c'est 1 million ou si c'est 500 000. C'est le gouvernement qui va décider. Alors, ça se fait, mais qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on obtient? Pourquoi on le fait? Comment on organise ça après? Est-ce que c'est un autre du chénier? Est-ce que c'est une extension du chénier? Ou d'autres choses? Excusez-moi, je vais donner vite le micro à Bertin pour vous répondre. Ce que je voudrais vous dire par rapport à la question que vous soulevez, c'est qu'est-ce que ça va devenir? D'une part, je crois qu'on n'en est pas là. Premier point. Le deuxième point, je crois que la situation actuelle, le Club Appalaches possède des droits de chasse et pêche exclusifs et perpétuels sur le DNO, tout le monde le sait, la justice l'a reconnu 2 fois. Il ne possède aucun droit sur le territoire foncier,
quand ils font de l'intimidation auprès des gens qui essayent d'aller sur le territoire, c'est illégal. Ils n'ont pas de droit sur le droit de passage des gens. C'est dans le jugement de 1999, c'est une forêt publique. Tout le monde a le droit d'y aller. Alors les gardiens, je ne sais pas, les membres des clubs satellites qui s'amusent à faire du terrorisme auprès des simples passants, c'est inacceptable. On en est là aujourd'hui. La Madame Marquis de Saint-Médard qui passe avec ses traîneaux à chiens, c'était il y a 2 mois. Elle passe dans les pistes de skidoo, du TNO, elle tombe sur Sigugus du Club Appalache qui commence à lui dire « les balles perdues, ça existe ». En 2022, c'est inacceptable, monsieur. Tout ça étant dit, moi je veux répondre à votre question parce que cette question-là, c'est la première qui se pose. Le Club Appalache la pose, disent qu'on ne sera jamais capable de gérer ce territoire-là. C'est comme si les orignaux allaient tous mourir à partir du moment où ils ne seront plus là. Les gens ne mourront pas, puis les orignaux ne mourront pas non plus. Quand on a commencé à travailler à ce déclivage-là, on a demandé un projet de loi au gouvernement du Québec. On a obtenu une loi privée qui nous dit que la MRC des Basques peut exproprier les droits de chasse-pêche du Club Appalache à condition de les intégrer dans un parc régional. Bravo, on applaudit à ça. Nous, en même temps que ça, on était en relation, puis Claude est là, je vais peut-être en ajouter. Nous, on était en pourparlers depuis ce temps-là, parce que vous avez vu dans le film, quand Amélie disait qu'on a travaillé là, dans un projet là, avec M. Bertin-Denis, on était ensemble dans un projet. On s'est dit, on va faire un parc qu'on va appeler Parc Internation. On n'a pas encore vraiment trouvé le nom. On a signé avec la Première Nation des Wolastoqey une entente de partenariat dans lequel on doit former un organisme à but non lucratif pour gérer et mettre en place un parc régional. Bon. Ça, c'est une partie de l'épisode. Plus tard, un peu, ce qu'Alexandre disait, là, quand la tension est tombée et qu'on avait l'impression qu'il ne se passait plus rien, j'ai rencontré le premier ministre, le nouveau premier ministre, parce que avec les anciens premiers ministres, il n'y avait plus moyen de mettre la main là-dessus. M. Legault, il est plus abordable, j'ai réussi à lui parler. Je lui ai expliqué ça, là, que c'était la tour des fous d'Astérix, quand tu parlais de ça au ministère, peu importe à qui. Puis il m'a dit, prépare-moi un dossier étoffé, chiffré, avec des projets, avec un projet de parc, puis je vais te le faire runner dans ma chaîne. Cette job-là est faite. Là, ça a runné dans ma chaîne, c'est revenu au point zéro. Tu sais, il passe à go, il réclame 200$. Puis on est au même point. Le monsieur qui est en charge de ça au ministère, il m'a dit, « Monsieur Denis, je ne peux pas engager le gouvernement du Québec dans une possibilité d'expropriation de 50 millions. Il faut que la décision soit politique. » Ça, quand ils te disent ça, ça veut dire que tu retournes au premier ministre. Moi, je ne peux pas retourner au premier ministre tout seul. Ça me prend le grand chef pour rester couille avec moi, absolument. Puis moi, je me fous de la hauteur là, du rapport. Ça peut être moi qui accompagne le chef. Puis ça va faire mon bonheur pareil. Parce que moi, je veux que la population des Basques récupère l'usufruit de ces terres publiques. C'est ça mon objectif. Bravo. Puis on a un plan. Puis là c'était hier, ça. Aujourd'hui, non, je te dirais c'est il y a 3 jours, parce que depuis le visionnement du film, j'écoute ce que les gens me disent. Puis les gens, ce qu'ils me disent, emparons-nous de notre terre publique. Habitons notre terre publique, vivons dans notre terre publique, visitons-la, occupons notre terre publique. Puis je pense que c'est là que je reviens à mon exemple du bateau. Moi, je pense qu'il devrait y avoir un groupe, je ne dirais pas réactionnaire ou subversif, là, mais un groupe qui revendiquerait publiquement pour la population ce territoire-là. Puis parallèlement à ça, nous autres, on va faire nos démarches parce qu'on va pouvoir parler au premier ministre, mais qu'il y ait du monde à la TV.
des gangs de monde, une gang de monde à la TV dans le territoire qui font un pique-nique ou qui font du canot autour des pêcheurs. Autour des pêcheurs. Voilà, je rêve et je te dis, mais je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Claude, si tu veux en ajouter ou Jean-Jacques? Non? C'est bon? Jean-Claude? Dans l'idée de club appellage qui présente comme... On t'entend pas. Moche? Ah oui. Le club appellage nous présente ça comme si leur droit valait 50 millions. Ils ont utilisé les ressources de notre région pendant 110 ans. Ils ont utilisé les chemins qui ont été faits par les compagnies forestières, probablement aussi par la municipalité de Saint-Mathieu, parce qu'il y a un bout de temps que la municipalité de Saint-Mathieu et de c'était pas mal la même organisation. Les gens de Saint-Mathieu étaient bien contents, ça donnait de l'ouvrage. C'est sûr que, on se dit, comme dans le film, M. Serrois disait que quand on va chasser sur un propriétaire privé et qu'on paye un droit, après que c'est fini, c'est fini. Ils n'ont pas d'affaire à avoir de valeur pour ça. Peut-être les bâtiments, s'il y avait une valeur. L'autre aspect que je voulais amener, c'est M. Justaveux qui mentionnait dans le film qu'il n'y a pas d'état de droit dans ce dossier-là. La question qu'ils ont leur droit, c'est contestable. Le Code civil a été bafoué là-dedans. Il mentionnait, c'est comme s'il n'y avait pas d'état de droit dans ce dossier-là. On pose la question au niveau de la MRC, qu'est-ce qu'on fait? On a l'exemple. Le club Appalache, lui, il s'en est occupé du territoire. Il gère comme si ça serait à lui. Il met des pancartes, ils ont mis des barrières pendant des années, ils donnent des amendes au monde. Ils gèrent le territoire. Ils sont avec la faune, ils font l'ensemencement, ils sont avec la forêt, ils sont sur des tables de concertation au niveau forêt. Mais nous, population, comme au niveau provincial, il n'y a pas d'état de droit, ils ne veulent pas s'en mêler. Mais nous, au niveau local, est-ce qu'on s'en occupe de ce territoire-là? Il faut s'en occuper, que ce soit, comme tout le monde l'amène un peu, puis l'idée est bonne d'y aller, de l'occuper. Mais il faut aussi s'occuper de la gestion. Si on n'est pas capable de montrer au gouvernement qu'on est capable de le gérer, le territoire, ils vont le garder au club. Il faut qu'on se prenne en main. Faut agir. À un moment donné, agir personnellement, mais aussi politiquement. Parce que quand on dit que c'est ça, ça revient au gouvernement, c'est vrai. C'est le gouvernement en 1955 avec M. Legault, c'était les conservateurs qui ont accepté cette entorse-là au Code civil en acceptant le droit de chasse-pêche. Quand on pensionne un parc éolien qui vient détruire notre paysage et qui donne les redevances à une partie de la province qui n'ont aucun désavantage. Qu'est-ce que ça veut dire gérer le territoire? Votre idée est très intéressante, c'est une bonne piste. Qu'est-ce que ça veut dire devenir gestionnaire du territoire? Ben, c'est au moins de ne pas le donner aux multinationales étrangères, premièrement. Puis c'est d'aller, comme vous le demandez, qu'est-ce que la MRC fait, qu'est-ce que les municipalités qui ont intérêt. Puis c'est sûr que ça peut aller à la MRC, c'est pas juste Saint-Mathieu qui peut avoir de l'intérêt là-dedans. S'il y a des activités écotouristiques sur ce territoire-là, s'il y a de la chasse et de la pêche en pourvoirie, ça va avoir des emplois et ça va créer de l'économie aussi pour notre descente. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Puis, dans le cas des éoliennes, encore une fois, le permis a été accordé. C'est sûr qu'il y a eu les audiences du BAP, mais le OK pour starter le projet, ça a été donné par le cabinet. Bonsoir, je de la France, retraité. J'étais très impliqué
il y a 10 ans, dans le dossier qu'on parle ce soir. Je peux vous dire que j'ai abasourdi. Je trouve ça abominable, de ne pas dire écœurant, de voir ça n'a pas évolué, même on est rendu, excusez l'expression, on est rendu merdier. Je me demande à quel point on peut sortir de... J'ai de la misère un peu avec ça. On demande aux gens de participer communautairement au projet. Or, ces gens-là font partie du projet. Nous, on s'implique via les gouvernements, bien sûr, et eux en profitent. Et ce sont des sociétaires pareils comme nous autres, ça. Et qui ne sont même pas propriétaires. J'ai de la misère, j'ai beaucoup de misère. Mais quoi qu'il en dise, moi j'aimerais savoir, bien sûr que je pense qu'il faut analyser les gens voyons, à s'analyser pour prendre des actions. Par contre, il faut dire aussi que je pense que ça devient, vous d'être les leaders, je pense que M. Denis est là, et les maires, tout ça, à savoir, c'est quoi la prochaine étape? C'est quoi le plan d'action qu'on va faire pour, enfin, dire qu'il y a de l'impact de tout ça? Vous avez glissé sur certains éléments, mais là, demain matin, qu'est-ce qu'on fait? Ça, je voudrais savoir. OK, il est moins bon, bravo pour la question. Ben, monsieur, tantôt, je n'ai pas répondu parce que je ne sais pas, je n'ai pas compris s'il y avait une question dans son affaire, mais c'est lettre, c'est la même chose que son intervention. C'est difficile de répondre à ça. Pour ce qui est de M. Lafrance, vous nous mettez, vous voulez un agenda, c'est pas un ultimatum, mais c'est une façon de provoquer une précision, un avancement. Je pense qu'il va être important de former un comité citoyen idéalement qui va être supporté probablement par la MRC. On a déjà pensé à ça, on a déjà du monde en tête. Je pense que ce serait important, dès l'été 2022, de commencer à occuper notre territoire. C'est depuis 4 jours, c'est la 4e fois qu'on visionne le film avec les gens. Puis d'une fois à l'autre, ça revient toujours. Il faut que la population se l'approprie. Puis, il semblerait, en tout cas à ce que j'entends, qu'une grande partie de la population est prête à se l'approprier. Fait que, organisons des choses pour qu'il y ait du monde sur le TNO cet été. On peut attendre que les maringouins se lavent, mais je pense que ça serait important d'occuper notre territoire dès cet été. Gilles Boucher, autorité comptable, félicitations pour votre film. Et puis, je voudrais poser une question qui n'est pas directement reliée au film, mais qui va le devenir éventuellement. C'est à propos des éoliennes. Les éoliennes, je suis en faveur des projets d'énergie renouvelable. Les éoliennes, c'est une chose intéressante. Maintenant, la question est, la durée de vie d'une éolienne, c'est 25-30 ans. Qu'est-ce qui se passe dans le territoire, en supposant que les gens récupèrent le territoire, l'occupent et en bénéficient? Qu'est-ce qui se passe dans 25 ans quand les gens vont dire l'éolienne n'est plus mécaniquement efficace ou économiquement rentable? Alors, est-ce que les gens vont finir avec un grand mât, une grosse passe en béton, puis des pales en fibre de verre impétrifiables à long terme, qui vont être abandonnées comme les mines dans le Nord, où on dépense des centaines de millions pour traiter des mines de compagnies qui ont fait faillite ou qui ont quitté et ont abandonné leurs opérations? Ou est-ce qu'on a un projet où on prévoit que dans les contrats avec la multinationale, qu'il y a des sommes de prévues pour faire la déconstruction des éoliennes là, à la fin de leur vie utile, 25-30 ans?
Je ne sais pas si c'est pertinent tout à fait dans le sujet, mais ça peut l'être dans quelques temps. Tout à fait. C'est une question extrêmement pertinente. C'est une inquiétude de beaucoup de gens. Bon, d'abord, les éoliennes qui sont installées dans le parc Nicolas Rioux, c'est des Vestas V235. Ces éoliennes-là, ils ont une possibilité de vie de 40 ans. Le contrat avec l'Hydro-Québec, c'est 25 ans. Après 25 ans, il peut avoir une reconduction de contrat parce que là, les premiers contrats d'éoliennes qui viennent à échéance, c'est en 2026 et c'est le parc de Baie-des-Sables. Puis, on est déjà en pourparlers pour renouveler le contrat de ce parc-là. Il y a des pièces qui n'usent pas après une éolienne. Le poteau, là, au pire, tu leur peintures, ça n'use pas. Le jour, puis là, la base, tu n'as pas besoin de refaire ça. Les chemins sont faits, etc. Moi, je pense qu'il va y avoir possibilité de reconduire le contrat après 25 ans. Et ça va être beaucoup moins cher de reconstruire, de réparer ce qui est là que de reconstruire au complet. Mais une bad luck, que l'éolien, c'est plus à mode. Ils découvrent là, que c'est destructeur et que c'est dangereux pour la population. À partir de la 10e année, on va commencer à garnir un fonds de démolition qui va permettre de complètement démolir les éoliennes après 25 ans. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question politique depuis le début. Premièrement, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça fait beaucoup de points en même temps. Le club Appalaches, l'intégration, le projet d'éolienne. Mais au départ, ce que je comprends pas, ça fait juste 20 ans que je suis dans le coin, il me semble qu'il y a eu une loi provinciale qui a décubé au Québec sur le régime de l'éolien. Tous les clubs ont été décubés. Je ne sais pas de quelle façon ça s'est fait. Par quelle entourloupette que le club Appalaches en est sorti? Qu'est-ce que non, mais je comprends pas, là. Là, je donne le micro au notaire. Non, mais faites-moi comprendre, parce que je sais pas, là, ils ont l'air d'avoir un privilège acquis, mais ils sont les seuls. Ça, c'est une longue histoire. Oui. C'est particulier. C'est le seul club qui a survécu au découvert. Oui. Pour quelle raison? Ben, disons qu'en résumé, c'est parce qu'il y a eu des erreurs de politiciens, des erreurs de juges. Mais c'est une loi provinciale au départ qui a décubé. Ben, c'est une opération. L'opération d'écubage, c'est une opération faite par les péquistes en 1978. Sur une loi provinciale? Oui. Comment on peut échapper à une loi provinciale alors que tous les autres y ont passé? Ben, c'est parce qu'il y a eu des tribunaux, il y a eu des jugements particuliers qui ont reconnu les droits exclusifs de Appalaches sur le territoire en question. Ce jugement-là, il a été porté en appel à la Cour d'appel, mais il ne s'est pas rendu plus haut à la Cour suprême. Peut-être qu'à la Cour suprême, ça aurait été renversé, mais on ne le saura jamais. Alors, le jugement de la Cour d'appel qui a reconnu les droits de Appalaches est un jugement final. On ne peut plus en faire appel. Mais pour moi, la solution est toute simple. Il n'y a rien qu'une solution. C'est l'expropriation. On n'a pas à se battre et à argumenter sur le droit. On exproprie pour l'intérêt public. Il y a une période électorale qui s'en vient au Québec, là, bientôt. C'est le temps de forcer les politiciens à prendre position, à s'engager fermement vers l'expropriation. Parce que, à voir l'attitude du club Appalaches jusqu'à maintenant, je n'avais pas confiance d'envoyer des citoyens faire des manifestations sur le territoire en rencontrant du monde armé, encore. Tu sais, je sais pas là. Quand on parle d'expropriation, il y a toujours une indemnité qui va suivre, qui va être établie par le tribunal. Mais là encore, il faut cesser d'avoir peur. Les gens du club ont parlé de 50 millions, mais c'est de la foutaise. C'est une évaluation qui est farfelue. Ils ont payé ça 11 000 $ en 1955. Ça ne vaut pas 50 millions. Mais hormis la question de l'argent, comme M. disait tout à l'heure, que les citoyens s'approprient le territoire, tout ça, je crois à ça, mais on parle avec du monde qui sont des chasseurs quand même, qui se promènent avec des fusils dans le bois, tu sais, qui ont l'air à penser qu'ils ont un droit acquis sur ces ressources-là. C'est un petit peu risqué d'envoyer le monde à la pêche. Je croirais plus à une intervention de l'État. Oui, c'est sûr. Ça prend une intervention gouvernementale pour exproprier les fameux droits exclusifs.
tant qu'exproprier les droits exclusifs, il faudrait également exproprier les 8 abris forestiers qu'ils ont achetés en 1955, qui sont devenus des camps aujourd'hui. Mais à l'origine, c'était des abris forestiers. C'était ça leur propriété. C'était pas le territoire. Merci, je vous remercie, M. le réalisateur, d'avoir mis ensemble les gens pour qu'ils laissent ce support public. Ça va aider beaucoup. Ce que je voulais vous préciser par rapport à votre question, le décubage de 1976 qui a été fait par M. Duhem et M. Chevrette à l'époque, en fait, ils rachetaient les contrats que les clubs privés avaient avec le gouvernement. Le club Appalaches est propriétaire des droits de chasse et pêche. Il n'a pas de contrat avec le gouvernement. Il est propriétaire. C'est pour ça que dans la première vague, ils sont passés au travers. Quand j'ai rencontré M. Chevrette, je lui ai demandé de m'expliquer. Il m'a dit, c'est pas compliqué, M. l'évêque nous avait donné 30 millions à Duhem et moi pour décluber. On a dépensé 30 millions à racheter les contrats de différents clubs privés. À un moment donné, il restait des clubs à décluber, il n'y avait plus d'argent. Ils ont demandé une rallonge à M. l'évêque, et M. l'évêque leur a dit non, j'en ai plus. Donc, la majorité des clubs avaient été déclubés. La majorité, mais il en reste quelques-uns encore. Ça serait honteux que si on réussit à décluber avec 30 millions, qu'on donne 50 millions au dernier club, ça serait vraiment le bout du bout. Oui, oui. Non, mais ça, c'est une prétention. Oui, c'est une prétention. Quand ils ont dit ça, c'était il y a quand même déjà quelques années. J'imagine que si on leur offrait aujourd'hui 50 millions, on dirait non, c'est 80 ou 90. Hein? Merci. Oui. Moi, il y a une chose qui m'a profondément troublé, c'est l'intervention de M. Lagacé de Oui. Je suis vieux, j'ai de la misère à comprendre beaucoup de choses, mais cette attitude-là, encore une fois, avec le secret commercial, c'est une entreprise avec les MRC de Gaspésie, qui se comprend bien, la Pocatière, et le culot de ça, sans même il fait le même jeu avec la CMR. Mais c'est des gestionnaires élus, hein? C'est moi ce que j'appelle des professionnels de la langue de bois. C'est vraiment, tu les écoutes, tu les regardes, tu ne peux pas les croire, tu ne peux jamais les croire. Monsieur Lagacé, bon, le projet Nicolas Rioux, c'était 500 millions. Hein? Comment? Oui, non, je veux dire, mais j'espère que vous ne faites pas votre métier de la même façon que M. Lagacé. En tout cas, dans le film, c'est pas l'image qu'on a de vous. Parce que moi, je ne suis pas vraiment du genre langue de bois. J'ai essayé de me faire ça, puis j'essaie de ne pas faire ça. Des fois, on est coincé en ciel. Mais là, Michel était vraiment coincé. Mais on peut même pas aimer son attitude. La raison de l'entente confidentielle, c'est pas le parc éolien qui voulait ça. C'est le club Appalaches qui demande ça. On était obligé de faire une entente parce qu'il y avait une amende. Hydro-Québec, le contrat, il fallait le livrer à partir du 20 décembre, il fallait commencer à livrer du courant. Et là, le club Appalaches, il nous avait envoyé une action, mais il ne se présentait pas en cours, jusqu'à la dernière minute, qu'il ne nous restait plus assez de temps. Il a fallu faire une entente. On était obligés, on était en situation de chantage, il a fallu faire une entente absolument. Mais l'entente de confidentialité, la confidentialité, c'est le club Appalaches qui demande ça, c'est pas nous autres. Mais après que tu l'as signé, là, si je vous dis le montant, si je vous dis une clause du contrat, là, ils me poursuivent. Là. Il y a sûrement du monde du club Appalaches à se faire en observation. Là. Il y en avait hier soir. Ben, je suis tapé. Vous ne pouvez pas dire, ni les plus non plus. Jean-Jacques. Non. Non. Ça, c'est pas de la langue de bois. Ça reste quand même aujourd'hui, quand les gens demandent de plus en plus
de transparence et l'imputabilité. L'imputabilité, ça a été voté à l'Assemblée nationale. Et quand on entend des discours comme ça de langue de bois, on caméra, avec un sourire satisfait, c'est complètement inacceptable. Pour moi, c'est inacceptable. Je veux dire, le monsieur, il vient de se peinturer dans le mur, il a un nouveau projet là, de parc éolien, c'est plus 500 millions, c'est 2,4 millions dans le Kamouraska. Hein? Milliards. Bon. C'est et non, mais je veux dire, à un moment donné, ça devient une espèce de mégalomanie. Je ne sais pas si ça va se faire, j'imagine qu'il y a déjà qu'on voit le projet de Nicolas Rioux, les limites et les contraintes des PPP. C'est 50-50 communautaire égalitaire, mais c'est EDF qui gère le projet, c'est eux qui mettent les chiffres dans la bonne colonne. Alors déjà, le 50-50, vous pouvez me questionner dessus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou commentaires? C'est la fin de notre émission. J'espère que vous avez apprécié le contenu qu'on vous a préparé cette semaine. Si vous avez des commentaires, des questions ou des suggestions de sujets à nous proposer, je vous invite à le faire sur tcbh.tv, à nous suivre sur Facebook et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et nous, on se revoit la semaine prochaine pour d'autres infos TCBH. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.